Je m'en voudrais de ne pas adresser une mention toute spéciale. Merci de tout cœur. Merci pour le président. En ce siècle, nous parlons de compétences, c'est-à-dire de maîtrise du savoir. Colloque à l'armée établie par la suite. Une femme d'action, une femme d'exception, un appel du destin. Aucun mot, aucune phrase, aucun discours ne pourrait mieux décrire Madame Edith Lucy Bongo Ondimba. Cette grande âme qui suscite toujours une admiration, qui comporte une dimension quasi religieuse, qui s'exerce et qui salue les valeurs incarnées par celle-ci. Grande figure courageuse et bienveillante qui, à travers son action, a fait bouger les lignes en son temps. N'hésitant pas de sortir de sa zone de confort et embrasser le changement pour atteindre les horizons nouveaux. Regard croisé sur une vie remplie de passion, d'action et de rêves. Oui, parce que Madame Edith Lucy Bongo Ondimba est une véritable icône de l'humanitaire. Une femme très élégante aussi. Une beauté photogénique, sublime et rare. C'est une première dame atypique qui a marqué et fait tourner les esprits. Dotée d'une surprenante force intérieure et une grande volonté émanant d'une vivacité d'esprit. Figure de proue de la cause humanitaire sur le continent et au-delà, assurément. Elle a grandement influencé positivement la vie de ses contemporains. Une véritable icône intemporelle, inspirante. Farouche ennemie de la langue de bois. Un temps libre et direct assumé. Une voix douce, claire, inflexible. Et une vie intense, contribuant à maintenir un mythe déjà bien ancré. En effet, la vie de Madame Edith Lucy Bongo Ondimba est avant tout un bloc riche d'enseignements sur une société, sur une époque. C'est ce qu'on appelle le caractère ou le charisme. C'est une femme debout, toujours dans le présent. Femme exceptionnelle à l'image pure, immuable et maternelle. Sa vie, oui, sa vie, c'est celle d'une femme moderne de son temps, issue d'une famille moderne de notre époque. Une bonne famille, une grande famille, car l'on ne peut comprendre le saisissant parcours de cette grande dame hors pair si l'on laisse de côté ses parents, ses frères, ses sœurs, son enfance heureuse, très encadrée et très protégée, cette vie forte et belle. Elle reste aujourd'hui dans les mémoires pour beaucoup de raisons qui font d'elle une femme exceptionnelle et un personnage incontournable de notre époque. Elle incarnera longtemps la force de se relever et de continuer à avancer. Servir l'humanité est un devoir à l'égard de celui qui nous dicte notre fidélité à la nation, a dit un jour Robert Schuman. Et c'est bien vrai. Son souvenir aussi doit aujourd'hui résonner comme un devoir. Oui, un devoir, celui de se rappeler que les combats de la vie ne sont jamais finis et que se souvenir toujours d'elle
Donc ne jamais l'oublier, c'est faire en sorte que la relève soit assurée. Ceci étant, mesdames, messieurs, ce soir, nous allons ensemble essayer de nous plonger dans les pages de cette riche vie, de ces jours heureux, de ces doutes, de ces blessures assumées et de ces douleurs dissimulées, mais aussi ces douleurs affichées. Voilà, mesdames, messieurs, le parcours de Madame Edith Lucie Bongo Ondimba, une première dame pas comme les autres. Je n'ai pas votre talent, je n'ai pas votre savoir écrire et dire. Et je serai donc prudente en utilisant des mots simples, ceux du cœur, que vous auriez pu lire sur mon visage. J'espère qu'il est suffisamment radieux pour traduire l'état de mon cœur. Mais si vous ne lisez pas sur mon visage, l'état de mon cœur, je vais donc devoir utiliser des mots, mais des mots faibles. Parce que, comme je disais, je n'ai pas votre talent. Ajoutez à ces mots ceux que vous savez dire et qui pourront gonfler les miens et leur donner leur vrai sens. Franceville même, et j'ai aimé un homme. Et à travers lui, j'ai appris à aimer Franceville. Moi aussi, je vous aime. Je ne sais pas le dire, je ne sais pas toujours bien le montrer. Il m'arrive de trébucher, de ne pas en faire assez, de ne pas en dire assez. Mais sachez que de tout cœur, je vous dis merci. Il y a des choses pour lesquelles, c'est vrai, merci est petit. Mais que dire d'autre? Sinon, merci. Merci de tout. Icône éternelle, icône lumineuse, c'est la naissance d'un destin hors norme, la naissance d'une légende. Elle était la force motrice derrière les efforts collectifs pour aider les personnes vulnérables. Armée de compassion, elle est devenue une vraie héroïne de l'humanitaire, qui n'a pas eu peur de bousculer les colonnes du temps. Le sens que je donne à cette visite, c'est celui de l'humilité. Dans la Bible, il est écrit que l'humilité précède la gloire. Et il est important que dans chacune de nos vies, nous fassions de temps en temps une pause pour regarder autour de nous ce qui s'y passe. Et je rends grâce à Dieu de m'avoir donné l'opportunité de rencontrer ces personnes qui ont eu la grâce d'avoir un âge avancé, mais qui se trouvent en situation de précarité, et raison pour laquelle ces personnes sont ici. Donc elles devraient emmener chacun de nous à méditer sur son propre sort et à redonner à l'amour sa place. Et c'est par l'amour que tout ça se fait, et nous sommes venus également, bien sûr, encourager ceux qui font sacrifice de leur vie pour que cette maison vive et donner un tant soit peu de bonheur à ces personnes d'âge très avancé. Donc en gros, c'est ça. 15 ans après sa disparition, pourtant beaucoup s'en souviennent, comme si c'était hier. Depuis, son aura est restée intacte et la fascination qu'elle exerce reste aussi forte. Si mon père, ma mère, mon oncle doit pleurer un jour, qu'il ne pleure pas parce que j'ai le sida. Qu'il pleure peut-être pour autre chose parce que nous ne sommes pas parfaits. Prendre aujourd'hui l'engagement. Je ne vais pas faire ça à ma mère. Je ne vais pas faire ça à mon père. Je ne vais pas faire ça à mon oncle. Je me promets à moi-même et je promets aux autres qu'à partir d'aujourd'hui, c'est terminé. C'est terminé. Je prends soin de moi. Je prends soin de moi. Comme je ne peux pas attacher mon copain, parce qu'il a une copine en 6e, il a une autre copine en 4e, il a une autre copine en terminale. De deux choses l'une, ou je casse, parce que je ne sais pas ce qui se passe avec les autres copines. La copine qui est en terminale, il paraît qu'il y a un gars qui vient de Libreville qui la fréquente aussi. Il paraît qu'il y a un gars qui travaille je ne sais pas où, qui la fréquente aussi et qui vient de lui acheter le dernier Nokia.
Comme vous ne savez pas, j'ai dit que je ne voulais pas faire chute, comme vous ne savez pas ce que les autres copines de votre copain font, ou vous cassez, vous dites, ah, je ne veux pas que ma mère pleure à cause de ça. Ou alors, vous prenez l'engagement, parce qu'il n'y aura pas un policier derrière chaque personne pour dire utilise le préservatif, utilise le préservatif. Vous prenez l'engagement d'avoir des rapports protégés. J'aurais préféré que vous preniez celui d'attendre. Mais pour ceux qui ne peuvent pas attendre, je ne vais pas faire leur procès ici. Prenez au moins le soin de vous protéger. Je voudrais que vous, les filles, vous ayez la force de dire non lorsqu'on vous propose un rapport non protégé. C'est de votre vie qu'il s'agit. Madame Edith Lucie Bongo Ondimba continue de susciter l'admiration inspirante à bien des égards. Elle demeure sans l'ombre d'un doute la première dame africaine qui a le plus puissamment marqué l'histoire en son temps. De sa vie, le public retient avant tout ses engagements pour diverses causes humanitaires. Sa douceur, son empathie, sa générosité, son humilité à toute épreuve, son parcours, autant de facettes qui ont, à leur manière, marqué la mémoire collective. Le langage du cœur a ceci de particulier que c'est un langage simple. Je vais donc emprunter la simplicité, celle qui, ma foi, fait un peu mon tempérament. Pour en venir à mon Sophie, je voudrais vous dire merci, un grand merci. Merci de la part du président de la République, merci de la part de sa famille, merci d'avoir pensé que la discrétion qu'elle incarne, l'efficacité qu'elle incarne, et ce qu'elle a été pour cette maison, méritait qu'après son passage ici-bas, cette maison porte son nom. C'est sûr qu'elle saurait vous dire merci mieux que moi. Mais n'étant pas là, et le langage des morts étant inaudible par les vivants, je voudrais ici parler et dire merci pour elle. Je sais que les siens, lorsqu'on parle du cercle le plus étroit, son époux, ses enfants, ses petits-enfants, se reconnaîtront à travers ce merci. Mesdames, Messieurs, je ne veux pas m'étendre sur ce qu'a été personnellement Madame Tutu-Mémane. Si je le faisais, l'émotion pourrait m'étreindre et transformerait cette fête en un souvenir douloureux, ce que je ne souhaite pas, bien au contraire. Ce souvenir doit devenir désormais un souvenir heureux, car somme toute, Madame Tutu-Mémane a fait un bon passage ici-bas. Beaucoup sont ceux qui auraient donné très cher pour faire le même passage qu'elle. Sans bruit, c'est vrai, mais tellement beau. Celle qui se tient devant vous est, à un petit degré, c'est vrai, le témoignage de ce qu'un cœur de mère peut donner à un enfant, l'enfant de quelqu'un d'autre. Je sais qu'elle a su donner aux élèves qu'elle a encadrés ici ce qu'une mère, une encadreuse et une enseignante peut donner. Mais je peux vous dire, pour avoir reçu de Madame Tutu-Mémane, que c'était une maman, ma maman. Et à ce titre personnel, je parle ici. Il y en a peut-être qu'il n'y en a pas, je n'en sais rien. Mais il y a 15 ans, 16 ans peut-être, cette femme, modestement, lorsque faisant mes premiers pas en tant que première dame, je ne savais pas toujours où aller. Cette femme m'a appelée dans cette école pour faire de moi la marraine d'une promotion.
la toute première promotion que j'ai eue à parrainer dans ce pays sort de cette école. Vous voyez, mesdames, messieurs, que j'ai plus d'une raison d'être heureuse d'accepter d'être la marraine de cette maison. Tout cela suscite beaucoup d'imagination et participe au côté extraordinaire de la vie qu'elle a pu avoir. Dame de cœur, Madame Edith Lucie Bongo Ondimba était notamment admirée pour son dévouement envers les plus démunis. Femme de caractère et de combat, elle s'imposait dans un mélange de douceur et de force. Elle reste une icône sanctifiée dans le cœur du peuple. Elle est plurielle. Ce documentaire va essayer de clarifier la complexité de cette grande dame adulée et adorée par beaucoup. Chacune de nous est la troisième oreille de son mari. Donc, qui plus vite que moi, aussi souvent que moi, ou qu'une autre première dame, peut dire les choses au président de la République sans risque de représailles? Qui? Rien que ça. En entendant pour lui ce qu'il ne peut pas entendre parce qu'il a trop de choses à entendre. En rencontrant pour lui ce qu'il ne peut pas rencontrer parce qu'il a trop de gens à voir. Et en retransmettant fidèlement parce qu'il ne peut pas, il n'y a pas de représailles. C'est un atout que vous ne pouvez pas, dont vous ne pouvez pas imaginer la force. C'est ça aussi que nous avons donné au Père. Je suis la première, moi comme toutes les autres, à le voir le matin avant vous tous. Et à le voir après vous tous avant qu'il ne dorme. Alors, si avec un tel pouvoir, je ne peux pas contribuer à faire passer des choses, donc je n'ai pas compris que j'étais quelqu'un de puissant. Merci de tout cœur. Merci pour le président surtout. Vous savez, moi, je ne suis que la femme du président. Et je voudrais ici parler surtout pour le président. Merci pour le président. L'accueil dont nous avons été l'objet ce matin, je le prends comme s'adressant au président. C'est vrai que c'est moi qui suis venue, mais je crois et je suis sûre que c'est au président que vous avez voulu parler. C'est au président que vous avez voulu dire « Monsieur le Président, la trahison existe depuis la nuit des temps. Depuis que les hommes existent, la trahison existe. Depuis que les hommes existent, l'ingratitude existe. » Vous avez voulu dire, Monsieur le Président, il y a certes des hommes ingrats, il y a certes des traîtres, mais la base, la vraie, les Gabonais ne sont pas des traîtres, ils ne sont pas ingrats. Amwanda, Bakumba, Mounana, vous n'êtes pas des ingrats, vous n'êtes pas des traîtres. Ce n'est pas parce que dans un panier, une orange est abîmée qu'on jette tout le panier. On enlève l'orange abîmée, on la met de côté et on continue la route avec la majorité. Elle avait dans ses yeux la force de son cœur, a dit un jour Charles Baudelaire. Fidèle en amitié, très admiré et respecté dans sa jeunesse pour son humilité, son courage, sa gentillesse, sa générosité et sa droiture. Et pourtant, un jour, fini l'ascension individuelle, le 4 août 1990, elle deviendra Madame Edith Lucie Bongo Ondimba. Monsieur Omar Bongo, voulez-vous prendre pour épouse légitime Mademoiselle Edith Lucie Sassou Nguesso, ici présente? Oui. Mademoiselle Edith Lucie Sassou Nguesso,
Consentez-vous à prendre pour époux légitime, pour le meilleur et pour le pire, Monsieur Omar Bongo, ici présent? Oui. Tous les ingrédients, honneur, bonheur, respectabilité, prospérité, sont réunis pour tisser la trame d'un conte de fées moderne. Il n'y a point de hasard, a dit Voltaire. Point de citation. D'ailleurs, la belle histoire était déjà écrite pour Edith Lucie Sassou Nguesso, jeune fille très bien élevée, digne, pudique et très respectueuse, qui a bénéficié d'une bonne éducation d'un père réputé pour le code moral particulièrement strict envers ses enfants. C'est le roman de sa vie. Ici, nous allons essayer de remonter le temps pour vraiment comprendre qui était réellement Madame Edith Lucie Bongo Ondimba. D'où tenait-elle l'énergie qui lui permettait d'avancer sans cesse, d'aller toujours de l'avant, dans un monde où, comme a dit Gaston Bachelard, rien ne va de soi, rien n'est donné, tout est construit. Point de citation. L'influence et l'importance de Madame Edith Lucie Bongo Ondimba sur la société ne font aucun doute. Elle compte parmi les personnes ayant marqué leur époque. Et cette influence ne s'est jamais tarie avec le temps qui passe. Il s'agit d'une pensée complexe qui n'a pas encore été totalement épuisée, car il y a plusieurs manières d'évaluer son impact social. Mais comme nous pouvons le voir, tout dépend de la manière dont on considère les choses. Nous commencerons par adopter un point de vue général, en passant en revue son héritage sur la société qui lui était le plus cher et pour laquelle elle s'est beaucoup battue. Nous retenons tous son engagement sans faille pour la lutte contre toutes sortes de pathologies et sa détermination à financer et à booster la recherche, vraiment s'investir dans le domaine de la santé. Les reins sont chargés de nettoyer nos corps des impuretés. C'est ça le rôle du rein. Nettoyer le sang. Le sang va dans le cœur, il circule dans tout le corps humain, il nourrit, le sang nourrit, après avoir pris l'oxygène et les nutriments, ce que nous avons mangé. Oui, Madame Edith Lucie Bongo Ondimba rêvait de sauver des vies. Car pour elle, chaque vie a un prix. Et elle fit de ce rêve une réalité, ainsi qu'une grande cause de santé publique qu'il ne faudrait pas cesser de défendre. Transmettre sa passion, sa générosité, sa vision et insuffler aux futures générations de médecins le désir de soigner, d'explorer, d'innover et de surpasser leur potentiel créatif, cherchant ainsi à assurer la pérennité de son œuvre et la transmission des savoirs. 15 ans après sa disparition, sa famille, ses amis proches, motivés par l'admiration, la détermination, animés par l'amour et d'une passion commune pour Madame Edith Lucie Bongo Ondimba, ont souhaité perpétuer sa vision et son immense contribution à la science et à la communauté tant au Gabon qu'à l'international. À cet effet, son très cher père, le président de la République, Denis Sassou Nguesso, avait eu la belle initiative de créer un espace entièrement dédié à la célébration de sa mémoire, de sa vie et de ses œuvres. Un espace où tous convergeront pour admirer, visiter ou revisiter, découvrir et comprendre son œuvre et sa vision du monde, car elle incarnait la liberté et l'innovation. Les activités ne seront pas ainsi confinées aux murs de son espace physique, mais plutôt relayées mondialement grâce à des collaborations aux 4 coins du globe. Ainsi donc, le grand rêve de Madame Edith Lucie Bongo Ondimba serait réalisé et son impressionnant héritage pourrait avoir un impact positif et durable sur l'histoire et à travers le monde. Et ce, encore plus qu'il ne l'espérait au départ. Nous avons construit cette amitié. Elle n'avait pas de nom. Pour moi, c'était faire ce que j'avais à faire. Parce que je pense que sur cette terre, nous ne pouvons pas être des touristes. La vie est un don précieux du Seigneur. Et il nous a dit, allez-y, transformez-la. Je suis venu
sur Terre et je ne voulais pas passer sur Terre comme un vulgaire touriste. Je me suis mise pas à pas à construire un certain nombre de choses. Je ne parle pas des murs, non, je parle de relations entre personnes. C'est vrai que ces relations peuvent passer par un service à rendre ici, un problème à résoudre là. Mais avant, j'ai mis un point d'honneur à construire un certain nombre de relations avec des personnes comme moi, des personnes tout court. Fille aînée du président de la République, Denis Sassou Nguesso, et de Madame Marie-Claire Dira, Madame Edith Lucie Bongo Ondimba est née le 10 mars 1964 à l'hôpital général de Brazzaville. Baptisée le 14 mars 1964 et décédée le 14 mars 2009 à l'âge de 45 ans. Ce sont des dates marquées du sceau du souvenir, des signes symboliques qui annoncent un destin exceptionnel. Car le destin est la volonté de Dieu que personne ne peut contrecarrer, a dit Amadou Kourouma. L'événement devait se produire à mon absence. On l'attendait donc et moi je suis allé à l'école militaire de Saint-Médecin et devait arriver après moi. J'ai reçu les photos, je les ai posées à mon chevet jusqu'à la fin des cours. J'ai transporté les photos en Allemagne parce que nous sommes allés en manœuvre militaire en Allemagne. J'ai transporté la photo là-bas, je l'ai transportée en juillet, j'ai couru pour rentrer. Et puis de l'aéroport, je suis allé directement à la rue des Trois-Martyrs, la rue des Martyrs, pas Trois-Martyrs, mais la rue des Martyrs. Avant, on l'appelait la rue des Gabonais. Ah oui, pour l'histoire, je vais la raconter. Cette rue-là, c'était la rue des Gabonais. Elle avait été débaptisée par les Congolais. Et le jour où les Gabonais ont chassé les Congolais du Gabon, et à la suite d'une histoire de football, nous sommes en 62. Et septembre 62, les Congolais chassés du Gabon sont revenus ici. Et les Congolais de Brazzaville ont débaptisé la rue des Gabonais, qui était devenue la rue des Martyrs. Les martyrs, là, c'est les martyrs congolais venus du Gabon. Bon, donc je suis allé voir la merveille la rue des martyrs et je l'ai savouré et puis je l'ai emporté dans son couffin. J'avais mes 2 chevaux de l'armée et je l'ai posé. À côté, je l'ai emporté au plateau de 15 ans, où j'avais décidé d'occuper provisoirement la maison de Bia, le lieutenant Bia. Puis après, je l'ai transporté au camp du 15 août, la merveille. Et d'abord, à l'entrée du camp du 15 août, il y a une villa à cet endroit-là. Puis, derrière l'hôpital des armées là-bas, en face de l'actuelle chapelle l'Assomption, je crois. Mais les moments les plus importants, je crois que c'est au plateau de 15 ans. Parce que là, je me promenais parfois avec elle comme un bagage. Puisque quand on me l'a laissé pendant 24 heures, on me l'a laissé.
Ah, c'était passionnant tout ça. Très passionnant. Donc, c'est quand même des souvenirs très importants. Et le reste, c'est des photos comme ça. C'était, vous voyez, le jeune papa là, qui prenait sa fille dans la douche, puis l'amenait chez le photographe de la ville, dans un studio de photos. Et puis on nous faisait les photos, vous pouvez voir. On était dans une grande complicité. De l'autre côté, sa maman lui a insufflé les valeurs de partage et de respect envers les autres, les valeurs chrétiennes, l'amour des autres, de toujours agir de façon responsable, à considérer les études et le développement personnel avec sérieux et à contribuer sans cesse au bien-être de toutes les personnes qui l'entourent. Ce sera un peu difficile, mais j'essaierai quand même de parler de cette fille qui est pour nous, pour la famille, pour les amis et connaissances, pour la nation, un trésor. Et moi, je ne m'arrêterai jamais de dire merci, parce que pour moi, c'est une grâce divine. J'ai conçu Edith, je vais vous expliquer comment. Avec l'éducation chrétienne que j'avais reçue, qu'il y a certaines choses qu'il ne fallait pas faire, et je les ai faites. Et à cette époque aussi, cette période, j'avais fait un concours pour aller à l'école des sages-femmes, un concours pour aller au laboratoire, et j'avais pu avoir la bourse pour aller à Nantes et en Israël. Ben, là, pour moi, c'était des interrogations. Fallait-il l'expulser, provoquer l'avortement pour aller à l'étranger, parce qu'à cette époque-là, tu dois aller à l'étranger. C'est un privilège, avoir eu la possibilité d'aller en Israël, aller en France. Et le choix a été de la mettre dehors. Mais avec l'éducation, la foi chrétienne, j'ai dit je préfère perdre tout et de rester à Brazzaville. J'attends donc les résultats du concours de sage-femme et le concours de laboratoire, et je suis restée. Donc, le laboratoire me répond à l'Institut Pasteur. Je suis admise. Je vais donc commencer au mois de septembre. Je vais absolument, comme partout dans les entreprises, certaines entreprises, il fallait que je passe un examen médical. Et c'est lui-même le directeur qui avait pris la responsabilité de nous examiner. Il m'examine, après les résultats arrivent, il m'appelle. Il dit, Mademoiselle Dira, les examens ont démontré que vous êtes enceinte. On ne vous renvoie pas, vous allez faire votre stage. Voilà. J'ai travaillé donc pendant 3 mois et le résultat, j'ai fait le concours de sage-femme. On me dit que je suis admise à l'école des sages-femmes. Je me suis renseignée quelle serait la suite de ma formation lorsque j'aurais terminé ma formation à l'Institut Pasteur. J'ai trouvé que c'était mieux que j'aille faire sage-femme. Donc je suis allée voir le directeur, je lui ai expliqué et il m'a libérée. Je suis allée à l'école de sage-femme. Mais comment le dire aux parents? C'était pas facile. Et j'ai constaté cela, c'est au mois de juin. Et je devais aller en vacances au village. Comment dire aux parents? Comment dire à Denis? Et
Comment est-ce que Denis allait dire ça à ses frères? J'ai eu le courage de dire, bon, voilà. Là, comme on dit en lingala, Nasuki. Donc, le jour où Denis voulait se présenter chez les parents, j'avais un oncle qui s'appelait Gérard Rondaï, un médecin qui est connu des anciens. Donc, on était très amis. Un cousin germain à ma mère et un cousin aussi à mon père. On était très amis. Je vais lui dire, parce que c'est lui qui avait dit, bon, tu es à la bourse, tu vas aller à l'étranger. Je lui dis, tonton, mais la bourse là, comment je vais faire? Il dit, bon, moi je choisis que tu restes ici parce que être en grossesse, à l'étranger, tu arrives, tu ne connais personne, tu vas passer des moments difficiles. Il est préférable que tu restes là. Je suis restée là. Edith va naître. Denis n'était pas là. Après ça, Denis est allé en formation à Fréjus. Et la grossesse évolue. Il s'est occupé de moi, moralement. Il m'écrivait 2 fois par semaine, le mercredi et le samedi. Et je vais accoucher. Je lui ai demandé, bon, on donne quel nom? Elle dit Lucie, et moi j'ai dit Edith. J'ai ajouté Edith. Elle dit Lucie Lumière. J'ai dit, moi j'ajoute Edith. Parce que dans mon programme, dans ma vie, je disais, j'aimais 3 prénoms. Edith, Bénédicte et Judith. Donc je lui ai donné ce prénom. Mais à la maternité, qu'est-ce qui s'est passé? Parce que comme Denis n'était pas là, son grand frère est venu m'assister. Pourquoi? Ils étaient au nombre de 4 ou 5. 4. Et le président est le dernier enfant. Et c'était un enfant précieux pour la famille. Apprendre que j'étais enceinte, mais pour la belle-mère, pour toute la famille, ils étaient heureux. Parce qu'Edith est la première petite fille de son père et de sa grand-mère. La première fille de la famille. Donc c'était une joie pour la famille, pour le grand-père, mais particulièrement pour la grand-mère. Parce que les autres enfants n'avaient pas encore eu d'enfants. Et son père est le dernier à avoir eu Edith. Donc, comme il n'était pas là, il fallait que son frère vienne m'assister. La grossesse, j'avais 6 mois, il est resté avec moi, jusqu'à ce que le président revienne. Et je vais vous raconter une anecdote. Quand on allait à l'hôpital, c'est lui qui avait le bébé. On disait, ah, l'enfant est très clair. Hein? C'est quoi, son papa est métis ou c'est quoi? Il dit, Tata Ezanga. Tata Ezanga, au Moningate. Il était tellement heureux et qu'il est resté attaché à cet enfant et aux autres enfants qui sont venus, les Joujou, les Ninel. Elles aussi sont restées attachées au grand frère du président. Parce que c'était leur protecteur, leur tout, ils les aimaient bien et tout. Et tous les enfants, les Nguessou, étaient très attachés à M. Valentin, le grand frère des fils Nguessou. Madame Edith Lucie Bongo Ondimba, une enfance heureuse et studieuse, une scolarité brillante, ainsi le chaos de la réalité a trébuché sur les souvenirs sucrés de l'enfance. En 1982, elle fit son inscription à l'Institut national des sciences de la santé de Brazzaville. En 1989, elle obtint le doctorat en médecine après avoir soutenu sa thèse sur les maladies infantiles. À la maternité,
quand elle est née. J'avais des problèmes au niveau des seins, donc j'avais du mal à lui donner le sein. Et toutes les nuits, elle faisait du bruit, elle faisait que pleurer, 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 j'avais mal au ventre. Et à la fin, on l'a appelée Mabula Ngunga. Parce qu'elle faisait que pleurer, faire du bruit, crier. Tout le monde, la maternité était calme, mais c'était Mabula Ngunga qui faisait du bruit. C'était pas de sa faute, elle avait faim, mais j'avais du mal à l'allaiter. Mais on l'a mise à l'école, au jardin. À un moment donné, l'inspection est venue pour contrôler. Parce qu'elle disait, moi je suis fatiguée d'aller jouer, de chanter, je veux écrire, je veux lire. Je ne veux pas de jardin d'enfants, sortez-moi de là. On a dit non, tu vas continuer. Et quand l'inspection va arriver, on l'a mise à la grande école. L'inspection arrive et dit non, son âge ne lui permet pas d'être là, il faut la remettre au jardin d'enfants. Alors elle s'est mise à pleurer, 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 pleurer. On était obligé d'aller demander à l'inspecteur s'il pouvait faire exception pour la mettre à la grande école. C'est ce qui a été fait. Et c'était une brillante élève. Et à la maison, un enfant sage, qui aimait bien ses frères et sœurs, qui s'occupait bien de ses frères et sœurs. Et au collège, c'est pareil. Elle a eu des amis qui aujourd'hui sont restés attachés à moi. Au lycée, c'est pareil. Elle était une brillante élève. Je ris, vous savez pourquoi? Parce que quand elle a eu le bac, elle est allée à l'université. J'étais nommée directrice de l'école des sages-femmes. Et donc un matin, j'arrive au boulot. Je reçois quelqu'un, je rencontre quelqu'un dans le couloir qui était venu visiter quelqu'un, et visiter un monsieur qui était là. Et il se met à critiquer, il dit ah non, et on a une élève là-bas, la fille de Sassou, là, c'est pas possible. Elle exagère. Non, elle doit traiter avec les professeurs. Et s'est mise à la critiquer, critiquer, critiquer. Je me suis tuée. Critiquer, critiquer. J'ai dit, ah, vous critiquez la fille du président, vous la connaissez, vous connaissez son histoire depuis son jeune âge. Il dit, vous la connaissez? J'ai dit, non, je vous pose la question, répondez-moi. Il dit, non, 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 c'est trop. C'est trop, cette fille est trop. Hein, des bonnes notes et tout. J'ai dit, mais vous connaissez son parcours scolaire jusqu'à l'université. Il dit, pourquoi vous posez cette question? J'ai dit, mais je vous pose la question parce que vous parlez de quelqu'un que vous ne connaissez pas. Moi, je la connais très bien. Elle dit, vous êtes qui? J'ai dit, je suis sa mère. Je suis sa mère. Il était KO. Je lui ai juste dit, il ne faut pas critiquer quelqu'un que tu ne connais pas. Et il ne faut pas trop parler dans un milieu que tu ne connais pas. Ça s'est arrêté, ça. Ça s'est arrêté là. Très impliqué dans le combat contre la pandémie du VIH-Sida dans son pays et à l'étranger, à travers l'OBDAS, avec une bonne dose de dynamisme, très vite son talent et sa force de persuasion lui permettent d'assurer la première présidence de l'OBDAS dès sa création en 2002. Permettez que j'aie une pensée pour nos époux et nos gouvernements. Nous sommes ici parce qu'ils ont manifesté la volonté de nous permettre d'y être. Et sans vouloir monopoliser la parole pour dire merci, je voudrais enfin demander à toutes mes sœurs et à tous les amis de l'Afrique que, évidemment, une telle présidence
a besoin du soutien de tous. Je disais tantôt émotion et appréhension. Oui, appréhension. Parce que lorsque je regarde le volume du travail qu'il y a à faire, quand je regarde l'importance morale de l'engagement que nous venons de prendre, ou que nous allons prendre formellement en signant le document, je me dis, mais pourvu que tout le monde garde la même volonté pendant les mois et les années à venir, et que nous ne nous retrouvions pas à 5 dans le bureau en train de savoir par où nous allons passer. Je voudrais ici compter sur le soutien permanent et constant de toutes et de tous, parce que rien ne sera possible par moi seul ou par nous 5. Et que l'erreur ou l'échec soit banni de nos projets, et que, comme je disais à l'ouverture, lorsqu'on nous demandera qu'est-ce que vous avez fait, que nous soyons fiers de montrer ce que nous avons pu faire de bien, parce qu'il était possible de le faire comme ça. Lorsqu'on nous demandera des comptes sur l'argent du contribuable, que nous soyons fiers d'avoir apporté une pierre supplémentaire à l'édifice Afrique. C'est conformément au statut de l'OBDAS que les premières dames ont pris l'habitude de se réunir à l'occasion des sommets de chefs d'État et de gouvernements africains afin de traiter des affaires relatives au fonctionnement de notre organisation, échanger leurs expériences, organiser des ateliers, des conférences et concevoir des projets sur la lutte contre le VIH-Sida en Afrique. Dans cet esprit, notre conférence se réunit sur proposition et à l'initiative de la première dame à Genève en 2002, répond aux recommandations faites dans le rapport final de cette réunion qui a vu la naissance de l'OBDAS. Il permettra aux premières dames de retenir des stratégies, des plans d'action bisannuels à partir d'une base commune pour une plus grande efficacité de leur implication au niveau national, sous-régional et continental. Nous souhaitons que cet outil de travail permette également à nos partenaires et nos bailleurs de fonds de mieux soutenir nos activités, sous-tendues par des stratégies bien définies, répondant à des objectifs clairement identifiés. Et va arriver le temps du mariage. C'était dur pour moi, pour le père aussi. Quelle est cette histoire? Mon Dieu, quelle est cette histoire? Bongo n'a pas trouvé d'autre personne ailleurs que cette fille-là. Qu'est-ce qu'elle est cette affaire-là? Qu'est-ce que je n'ai pas fait? J'ai jeûné, j'ai prié. Elle-même aussi dit, maman, moi je ne comprends pas, maman. Je ne comprends pas comment. J'ai dit, on va prier. On est allé à la cathédrale, là, il y a une chez les sœurs qui sont là, ils ont une chapelle là-bas, nous sommes allés, on a prié. J'ai dit, tu demandes, elle dit, maman, qu'est-ce que je vais faire? J'ai dit, c'est ta vie, tu dois t'adresser à Dieu. Et il te dira ce qu'il faut faire. On va prier. Et ça a été un sujet de prière tout le temps. Jusqu'au jour où elle est venue me dire, maman, mais j'ai choisi, ben, je m'engage. Que Dieu soit loué. Mais ce n'était pas facile. Une petite fille comme ça sur une terre étrangère où on ne connaît personne. Peut-être elle, avec ses relations, elle ne connaissait personne. Je voyais M. Bongo à la télévision quand il venait à mission officielle ici. Mais que M. Bongo devienne le mari de ma fille, mon Dieu. Seigneur, je t'ai demandé de me donner à mes filles des hommes qui les aiment, qui me prennent pour leur mère. Je n'ai pas fait de garçon. J'ai eu 4 filles, j'ai perdu une après la naissance d'Edith. Donc là, fais quelque chose que ces maris-là, qu'elles trouvent des maris bien. Et le mari que tu viens de me trouver, la réponse à ma prière, c'est, il va aller chez Bongo. Ah Seigneur, comment je vais faire? C'était pas facile, mais avec la grâce de Dieu,
Ben, nous sommes allés, j'ai dû arrêter le travail. Je l'ai accompagnée. Elle est tombée enceinte. J'étais avec elle. Puisque les papas ne peuvent pas, les mamans peuvent aller accompagner les mères, pas les papas. Les papas, d'ailleurs, il avait du travail. Je suis allée avec elle, je suis restée avec elle. Elle a eu le premier enfant, elle a eu le deuxième. C'est pas facile. Mais avec le temps, on m'appelle, me téléphone pour me dire on a besoin de toi. D'abord, auparavant, je suis allée voir Ninel. J'ai dit, Ninel, je n'ai pas bien dormi, je ne me sens pas bien. J'ai téléphoné à Edith, elle ne répond pas. J'ai téléphoné à tous ceux qui sont là-bas pour me donner. Je me rends compte que ma fille n'est pas en forme. Donc, je quitte la maison, je vais la voir Ninel pour lui dire, je n'ai pas bien dormi. Je lui ai dit au téléphone, toi aussi tu es toujours comme ça. J'ai dit, non maman. Le sentiment, ce que je ressens, ma fille est malade. J'arrive au portail chez Ninel, elle est en train de téléphoner à ceux de Libreville. Oui, je pense qu'elle a son passeport, je pense qu'elle a le visa de France. Vous parlez de passeport, de visa, c'est quoi? Non maman. Et là on est à 9h. 9h, 10h. Elle dit, maman, Edith s'en va en France maintenant, là. Et on vient te chercher à 14h. Elle dit, pourquoi? Mais elle doit partir, elle ne se sent pas bien. J'ai dit, qu'est-ce que je vous ai dit? J'ai dit qu'Edith n'était pas bien. Vous avez dit, non, toi aussi, tu te fais des soucis. Je le ressens, vous le savez bien. Bon, on est parti. Ben, on est resté le temps qu'il fallait. Mais une chose est vraie, Edith avait un très grand cœur. J'ai brûlé beaucoup d'étapes. Je reviens un peu sur les temps après la conférence nationale, la guerre et tout. Mais Edith s'est occupée de beaucoup de gens. Des amis et connaissances. D'ailleurs, elle le faisait d'une manière anonyme, n'en parlait à personne. C'est après sa mort que tu rencontres quelqu'un. Maman, yo maman Edith. Elle dit oui. Ah, moi na wana malade mo salenga. Oui, nga na aller à Batina en Afrique du Sud. Naki malade. Ah maman, j'ai quelque chose à te dire. J'étais malade. C'est Edith, d'abord qui s'est occupée de mes études, qui m'a envoyé en France pour me soigner. Et si je vis là, c'est à cause d'elle. Beaucoup de situations comme ça, beaucoup. S'est occupée de la famille, je dis bien de toute la famille. Ceux qui sont dans le besoin, n'importe quel, que ce soit sanitaire, scolaire, des problèmes. On va le lui poser. Elle le règle. Personne n'est au courant. Personne. Quand elle est tombée malade, je m'attristais tellement, je n'étais pas bien. Elle appelait une de ses amies, Néné Bomboko, dit « Pourquoi maman est sale comme ça? Pourquoi elle est habillée comme ça ?» Elle ouvre son sac et dit « Bon, va, achète des habits, fais-les lui coudre. » Tu lui amènes, elle doit être propre à côté de moi. Sinon là, elle est trop triste, je ne veux pas voir ça. Durant toute sa maladie, elle ne s'est jamais plainte. Et quand je ne me sentais pas bien, elle dit, maman, tiens bon. La souffrance que j'ai, je ne peux pas la souhaiter à mon pire ennemi. Maman, je souffre beaucoup, j'ai très très mal. Je ne crie pas, je ne pleure pas. C'est pour vous soutenir, vous. Et ça a été comme ça tout le long, jusqu'à son départ. En 1996, Madame Edith Lucie Bongo Ondimba crée sa fondation dénommée Horizon Nouveau.
Avec cette fondation, elle va sillonner tout le Gabon, avec une volonté miraculeuse de celle qui ne cessa de lutter pour sa propre vie, autant que pour sauver celle des autres. Elle était cette femme exigeante et digne, libre et volontaire qui sut se dépasser et transcender sa propre souffrance physique. Monsieur le Président, ce n'est pas sans émotion que je prends la parole ce matin pour m'adresser à vous. J'aurais préféré dispenser l'Assemblée de cette allocution. J'aurais préféré éviter cette situation inhabituelle. En effet, Monsieur le Président, en remontant ma mémoire, je n'ai pas retrouvé une occasion pareille. C'est une occasion particulière pour moi de m'adresser à vous de manière aussi officielle. Vous comprendrez donc que devant cette Assemblée, je sois particulièrement émue. Mais je n'aurais pas pu me taire non plus, après tout ce qui a été fait. Nous inaugurons certes aujourd'hui le siège de la Fondation, mais nous inaugurons d'abord votre travail. En effet, Monsieur le Président, ceci n'a été rendu possible que grâce à vous. Il est des discrétions que j'apprécie. Vous nous avez soutenus, vous nous avez accompagnés dans la réalisation de ce projet, et ceci efficacement et discrètement. Aujourd'hui, c'est surtout pour vous que je veux parler, pour cet homme que vous êtes, pour cet homme que d'habitude j'accompagne, mais qui aujourd'hui a accepté de m'accompagner. Merci beaucoup. Merci, ce mot si petit, mais qui, dans sa grandeur et son humilité, dit ce que j'éprouve. Merci également à tous ceux qui ont fait le déplacement, à ceux qui, de près ou de loin, ont contribué à la réalisation de ce projet, ont encouragé ce projet, ont accompagné la naissance un peu difficile et assez longue de ce projet. Merci à vous, professeur Schwarzenberg, pour vos mots encourageants. Merci, Monsieur Matlouti, d'avoir pensé à ma personne pour recevoir le prix Elisa. Vous venez de poser sur mes épaules une charge supplémentaire. S'il est facile de faire confiance, il devient difficile de garder la confiance. Vous m'avez fait confiance en me décernant ce prix et en même temps vous posez sur mes épaules une nouvelle obligation, celle de faire en sorte que vous ayez toujours raison d'avoir choisi ma personne. Et c'est sans prétention que je me battrai avec toutes les bonnes volontés qui partageront nos ambitions pour mériter la confiance dont nous venons d'être l'objet. Je ne serai pas longue, je n'avais pas l'intention de parler vraiment. Juste un dernier mot pour situer nos ambitions. Loin de vouloir réduire leur portée, mais beaucoup plus pour les situer dans le temps et l'espace, je voudrais emprunter à M. Joubert cette citation. Un but n'est pas toujours fixé pour être atteint, mais pour servir de point de mire. Le nôtre, un enfant, un être, un avenir, sera toujours ce point de mire que nous essaierons d'atteindre le plus possible. Si nous atteignons, merci Seigneur, et si nous ne l'atteignons pas, nous nous battrons pour nous en rapprocher le plus près possible. Avant, Monsieur le Président, de vous prier de couper le ruban symbolique marquant l'inauguration de notre siège, je voudrais une fois de plus, sans les citer pour ne pas me tromper et ne pas en oublier, remercier tous ceux qui ont travaillé sur ce site, les constructeurs, les ouvriers de l'ombre, ceux dont on ne parle pas assez, les conseillers, les amis, et encore une fois, vous, Monsieur le Président. Sincèrement, merci. En 2000, Madame Edith Lucy Bongo Ondimba
crée le complexe scolaire Michel Dira, un établissement d'enseignement pré-primaire et secondaire de renom. Il s'inscrit résolument dans un processus de modernisation de ses enseignements comme on n'en a jamais vu à Libreville. Grâce à la volonté de Mme Edith Lucie Bongo Ondimba, l'établissement a fait le choix de marquer un saut qualitatif vers l'acquisition des outils ultramodernes. Pour atteindre ses ambitions, la direction allie professionnalisme et le volume de travail ponctué de rigueur et de discipline à toute épreuve. En 2002, création du complexe El Arafa, une clinique à la fine pointe de la technologie. Elle aura donné, en tous les cas, le meilleur d'elle-même à travers ses œuvres venues du fond du cœur, en témoignage de sa grande générosité. Nous pouvons nous féliciter tout de même d'avoir mis en place un projet innovant. Innovant non seulement dans la qualité architecturale ou dans la qualité des équipements, mais la qualité des techniciens. Innovant également parce qu'il se veut, et curieusement d'ailleurs, à la fois un projet privé, mais ouvert au public, et un projet privé et également hospitalo-universitaire. Je crois que l'originalité de notre projet, c'est un privé qui s'ouvre à l'hospitalo-universitaire, raison d'ailleurs pour laquelle nous avons, depuis l'inauguration de la polyclinique, initié des journées scientifiques. Madame Edith Lucie Bongo Ondimba n'était pas une féministe revendiquée, mais elle a porté une grande partie du combat des femmes. Nous avons pu avoir le quart du gouvernement composé de femmes. Il nous appartient désormais de prouver au président qu'il n'a pas eu tort de miser sur nous. Cela veut dire qu'à travers les 12 femmes qui sont au gouvernement, c'est nous toutes qui sommes au gouvernement. Et il est de notre devoir, chacune, là où elle se trouve, d'accompagner l'action du gouvernement et d'accompagner la présence de ces femmes au sein du gouvernement. Je ne veux pas m'attaquer aux hommes, mais les hommes sont méchants. Les hommes sont méchants, s'il vous plaît. Les hommes sont méchants, les hommes ont peur des femmes et ils espèrent souvent qu'elles vont échouer. Mais nous n'échouerons pas. Nous n'échouerons pas, mais pour ce faire, chacune de nous, au-delà des 12 qui sont au gouvernement, doit s'approprier la notion de Gabon, la notion de nation, la notion de développement. Il nous faut dépasser ces conceptions qui voudraient que c'est au président de faire, c'est au gouvernement de faire, c'est à l'Assemblée de faire et à nous de recevoir. Une nation, c'est le gouvernement, oui. C'est le président de la République, oui. C'est vous, c'est moi. Que chacun de nous, que chacune de nous soit un artisan de construction du Gabon, où qu'il soit. Soyez les meilleurs où que vous soyez, parce que vous êtes capables d'être les meilleurs. Lors du forum des femmes de la majorité, des partis de la majorité, j'ai dit aux femmes que la promesse est une dette. Nous promettons, Bongo va gagner, il va gagner cash, il va gagner massivement, il va gagner magistralement. Il entend tout ça. Il compte là-dessus. C'est une promesse. Lorsqu'on promet, on paye. Donc, il vous appartiendra individuellement, chacune d'entre vous, avec sa famille, avec sa tribu, son clan, de tenir promesse. Les femmes n'ont pas l'habitude de dire n'importe quoi, n'importe comment. Ce n'est pas en 2005 que nous allons commencer. Je voudrais remercier le gouvernement et particulièrement le ministre de la Culture d'avoir, avec l'équipe du Comiga, pensé qu'il était temps de renouer avec une tradition, sous une forme plus rigoureuse, sous une forme plus professionnelle. Nous aurons tous réussi à trouver un consensus et à choisir une qui sera notre ambassadrice. J'aimerais
dire ce que je pense, je la plains. Je la plains parce que jusqu'à ce soir, peut-être qu'elle a cru qu'il s'agissait d'être seulement belle. Hier, je leur ai dit que celle qui sera Miss Gabon soit belle et parle, qu'elle parle bien. Au-delà des qualités esthétiques, pour moi, une vraie Miss, une belle fille l'est de l'intérieur. Et ça, c'est encore plus important, mériter ce titre, parce que c'est bon, c'est un couronnement extérieur qui doit se manifester dans l'année qui suit par un couronnement des qualités intérieures, des qualités morales, une probité morale, des qualités sociales aussi, parce qu'il ne suffit pas d'être belle. Il y en a qui, dans la jante opposée, diraient « sois belle et tais-toi ». Mais à nos Miss, je dirais « soyez belle » et parlez bien. Parlez bien dans le fond, dans la forme. Elle avait la passion de l'orchidée, parce que l'orchidée est avant tout la fleur de la passion suprême. Elle a une symbolique très forte, une fleur d'une extrême beauté. En fonction de sa couleur, l'orchidée délivre un message plus ou moins brûlant à celle ou celui qui la reçoit. Mais reste toujours une fleur sensuelle et mystérieuse que l'on doit offrir avec plaisir et ferveur. Madame Edith Lucie Bongo Ondimba a montré ce qui peut être accompli lorsqu'on suit la bonne ligne de conduite, lorsqu'on écoute son cœur et œuvrant à trouver des solutions aux défis de l'époque, plutôt que de simplement transférer les responsabilités à d'autres. C'est pourquoi les valeurs auxquelles sont rattachés le nom d'Edith Lucie Bongo Ondimba sont d'une actualité permanente. La charité, l'altruisme, la générosité, la beauté, la grâce, l'élégance sont appréciées à toutes les époques. Elle demeure l'image absolue de la charité et de la compassion. Pour beaucoup, elle incarne le don de soi et la compassion portée à son plus haut degré. Madame Edith Lucie Bongo Ondimba incarne le rêve de toute une génération portée à son zénith, jusqu'à la fin prématurée qui apporte au scénario de son existence la touche tragique qui rend immortelle. Son courage et ses convictions sont toujours encore une véritable source d'inspiration pour toute une génération de femmes soucieuses de s'affirmer. Madame Edith Lucie Bongo Ondimba a appris de son père le courage, la persévérance, et aussi que le Congo éternel transcende la République. L'argent est méprisable par rapport aux valeurs de l'esprit, et le patriotisme est non négociable. Son père, un homme de valeur et de grande culture, lui a fait comprendre l'histoire et ses tumultes, et lui a transmis le goût de l'effort et de l'abnégation. Elle s'est donc imprégnée de ses principes moraux. Aujourd'hui, tout le monde salue cette femme volontaire et passionnée, une femme extraordinairement intransigeante, parce que c'était une femme qui avait des valeurs, et qu'on ne transige pas avec les valeurs. Son parcours exceptionnel a fait d'elle une pionnière dans bien de domaines. Mais le destin ne lui aura pas laissé le temps de mesurer la réalité de ses quêtes. Ultime étape, acte final d'une vie exceptionnelle. L'idéal de Madame Edith Lucie Bongo Ondimba demeure. Il vit en sa mémoire. Il s'incarne dans l'engagement de tous ceux qui s'inspirent d'elle. Elle était adorée car c'était à la fois une première dame et quelqu'un de normal. On pouvait s'identifier à elle. C'était une personnalité mondiale, une personne exceptionnelle. Princesse de contes de fées mue en femme moderne, qui a séduit le monde, conquis les cœurs de ses compatriotes. Désormais sanctifiée par ses deux enfants, Omar Denis Junior Bongo Ondimba et Yacine Quini Bongo Ondimba. Je disais tout à l'heure que c'est une grâce divine, parce que j'aurais pu la faire évacuer par un avortement. Dieu aidant, Dieu au contrôle de tout, a permis que je garde cette grossesse. Et elle est née, c'est un cadeau.
Il y en a qui l'appellent Joker. Il y en a qui l'appellent Londa. Ça veut dire embaucher la personne qui sait faire, qui sait arranger. Et moi, je l'appelais Edith Mwana Mundele. Parce que quand elle était née, elle était très très claire. Je lui avais donné le prénom Edith. Il y avait une voisine qui avait accouché. Une amie, une connaissance qui avait accouché d'une fille à qui elle avait donné le prénom d'Edith. Elle dit non, Yayo on appelle ça Edito. Et je lui ai dit, Edito Mwana Mundele. Edith a été un trésor, comme j'ai dit tout à l'heure, un trésor pour moi, pour nous, pour la famille, pour la nation, pour les amis et connaissances, peut-être même en dehors des frontières. Elle a été une épouse correcte. Les défauts, tout le monde a des défauts. Je crois que malgré ça, elle a été une épouse correcte. Un enfant adorable. Et sa perte, je crois que s'il n'y avait pas la grâce de Dieu, elle serait partie avant. Mais Dieu est bon. Comme elle a toujours dit elle-même, même certains passages bibliques, elle me les a fait connaître. Dieu est bon. C'est par sa grâce que j'ai eu cet enfant. Et je crois, j'ai été ingrate vis-à-vis de Dieu. Je l'ai reconnu. Je pleurais tout le temps. J'avais la photo. Je m'appartenais tout le temps en pleurs. Même Junior venait, mamie, on s'était entendu. Tu ne dois pas pleurer. Et il repartait. Donc, dans ma douleur, je me suis posé des questions, Seigneur. Qu'est-ce que j'ai fait que je n'aurais pas dû faire? Qu'est-ce que je n'ai pas fait que j'aurais dû faire pour mériter une telle sanction? Ah, mon Dieu, en larmes tous les jours, jusqu'au jour où j'ai eu le sentiment que le Seigneur me dit, depuis combien de temps, depuis sa naissance, combien de fois tu m'as dit merci? Et c'est ce matin-là, cette matinée-là que j'ai dit, Seigneur, pardonne-moi mon ingratitude. Je te loue et je te bénis pour tout ce que tu as fait dans ma vie, et particulièrement pour cette fille et les enfants que tu m'as, cette fille que tu m'as donnée. Quitte le boulevard des lamentations, des pleurs, rentre dans le boulevard de la louange et de l'adoration. Et c'est ce que j'ai promis au Seigneur. Par sa grâce, il m'a donné, c'est une grâce que Dieu a faite. Il m'a consolé. De temps en temps, tu peux avoir une pensée qui peut être négative. Tu dis non. Je dois louer Dieu. Dire merci à Dieu pour tout ce qu'il a fait pour moi. Parce que aujourd'hui, je peux aller consoler correctement. Dieu peut me mettre les mots, je peux trouver les mots pour aller consoler quelqu'un qui est dans l'épreuve. Parce que je suis passé par là. Et sans Dieu, tu seras toujours là à pleurer, à condamner Dieu, à condamner qui que ce soit, les sorciers, et tout. Mais Dieu est au contrôle de tout. Jésus a eu un traître, mais ce traître est mort le même. Aussitôt après son coup, il peut y avoir des traîtres. Dieu s'en occupe. Mais on remet tout dans les mains de Dieu. Je lui dis merci. Merci de m'avoir donné cette fille. Et comme disent les chanteurs, c'était un Joseph que Dieu m'a aidé à garder, qui a été une bénédiction pour nous tous. Donc disons merci au Seigneur. Et essuyons nos larmes, louons Dieu, adorons Dieu, remercions Dieu pour ce qu'il a fait pour cette fille. Pour ceux qui croient, Dieu existe.
Et je crois. Il nous console dans toutes les épreuves. Sans ça, je ne serais pas en vie. Voilà ce que je peux dire. Une splendeur, un regard envoûtant, un sourire ravageur, toutes ces qualités resteront ancrées dans nos esprits. Madame Edith Lucie Bongo Ondimba aimait la vie. Mais la vie se voyait courte pour cette grande dame au grand cœur. Sa bonté, bien plus que son rang, lui vaut une reconnaissance éternelle d'un peuple très attaché à son image. Et bien plus encore, par un monde souffrant en quête de consolation par son élan du cœur, son humilité et sa générosité. Des valeurs qui en elle ne se sont jamais endormies pour l'éternité. Elle avait une qualité instinctive qui faisait que les gens se sentaient proches d'elle. Tout le monde l'appelait Maman Edith, comme si chaque personne voulait tisser avec elle cette relation de confiance qui ne s'embarrasse point de conformisme protocolaire. Et elle acceptait le plus simplement et le plus naturellement du monde. Elle qui par vocation avait choisi la médecine. Oui, soigner les autres, sauver la vie des autres. Elle savait que la relation, le lien direct entre le malade et le médecin fait partie du cheminement vers la guérison. Oui, Madame Edith Lucie Bongo Ondimba demeurera à jamais cette dame de cœur dont l'éclat de son séjour terrestre continue de briller dans le firmament. Princesse de contes de fées, mue en femme moderne, qui a séduit le monde, désormais sanctifiée par ses deux enfants qui ont pris la relève, Yacine Queenie Bongo Ondimba et Omar Denis Junior Bongo Ondimba, qui conserve ses souvenirs en perpétuant les actions caritatives de la Fondation Horizon Nouveau au Gabon et Felbo au Congo. En effet, Madame Edith Lucie Bongo Ondimba restera et représentera pour toujours cette orchidée éternelle venue du Congo et qui symbolise à elle seule toute une époque et toute une génération.